Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. La Commission électorale nationale autonome est fin prête pour le scrutin du dimanche prochain. Le processus de convoyage du matériel électoral vers les centres de vote a démarré ce mardi. L'embarquement des lots destinés aux centres de vote regroupés par arrondissement et par commune s'effectue dans de meilleures conditions, comme vous allez le constater dans les explications du directeur du matériel et des opérations de la Commission électorale nationale autonome Sénat dans ce journal. Nous parlerons également des garages automobiles qui poussent aujourd'hui au Bénin comme des champions dans presque tous les coins de rue. Seulement, leurs prestations laissent à désirer et suscitent des grincements de dents dans le rang des utilisateurs de véhicules. À la suite d'une panne mal réglée, ces derniers affirment que les mécaniciens ou garagistes ne sont pas dignes de confiance. Du coup, un climat de méfiance s'installe entre les deux parties. De quoi cela retourne, vous le saurez dans ce journal. Et comme vous le savez déjà, les fêtes de fin d'année sont terminées. Ce fut une période chaude marquée par d'intenses activités chez les professionnels de la coiffure. La clientèle était à son comble, mais il y a une question qui semble passer sous silence. Ces outils de travail de masse sont-ils réellement bien entretenus pour garantir la sécurité sanitaire des clients? Une courte immersion dans les ateliers et on constate que la désinfection régulière et efficace du matériel des coiffeurs et coiffeuses est toujours archaïque. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Plus qu'une question d'heure et le matériel électoral sera entièrement convoyé dans tous les centres de vote pour le scrutin du dimanche prochain. Le colisage des matériels et des équipements devant servir aux législatives du 8 janvier est terminé. L'embarquement des lots destinés aux centres de vote regroupés par arrondissement et par commune a démarré ce mardi. Le directeur du matériel et des opérations de la Commission électorale nationale autonome Sénat rassure du bon déroulement du processus. Nous allons suivre les explications de Rufin Domingo. Nous serons plus de 6 700 000 électeurs dimanche prochain et nous allons voter dans 17 749 postes de vote. Donc à partir de ces deux données, on comprendra bien la méthodologie du colisage ici à la Sénat. Donc étant donné que nous avons 17 749 postes de vote, ici sur la plateforme logistique, nous avons arrondi à 18 000. Donc dans un premier temps, nous avons fabriqué 18 000 colis de matériel, documents et matériels électoraux. Et après, nous avons fait 2 niveaux de regroupement. Pourquoi? Le premier niveau de regroupement, c'est au niveau des arrondissements. Donc, les 18 000 colis ont été regroupés en 546 gros colis. Parce que nous avons 546 arrondissements. Et donc, puisqu'on ne peut pas avoir 546 voitures pour les transporter, nous avons refait un deuxième gros regroupement, donc par commune. Donc les arrondissements à l'intérieur des 77 communes. Donc ce qui fait que nous avons aujourd'hui 77 gros colis qui sont prêts pour être transportés et pour faire la desserte vers chacune des communes. Les matériels lourds sont ceux qui sont déjà sur le terrain, c'est-à-dire les urnes et les isoloirs. Maintenant ici, nous mettons dans les colis ceux dont a besoin les membres de poste de vote et en même temps ceux dont auront besoin les coordonnateurs d'arrondissement. Alors donc on peut commencer à citer l'encre indélébile, l'encreur pour marquer la liste d'émargement, les outils, les ciseaux, les pots de colle, etc. pour les membres de poste de vote, mais surtout le procès verbal de déroulement du scrutin qui est un document important, aussi bien pour la Sénat que pour le juge du contentieux. Nous avons les feuilles de dépouillement et nous avons également les bulletins de vote qui sont donc du matériel sensible au niveau du poste de vote. Et au niveau du coordonnateur d'arrondissement, nous avons le PV de compilation que vous connaissez et les procès-verbaux de constatation et de mise en cantine qui sont également des documents. À côté de tout ça, nous avons les listes électorales et les listes d'émargement. C'est un calendrier qui n'est pas forcément rendu public pour des questions de sécurité, mais dont tout est prêt et nous allons amorcer le déploiement dans les prochaines heures. Et toujours dans le cadre des élections législatives, la Cour constitutionnelle a formé ce mardi les délégués d'arrondissement et délégués communaux du littoral. Ils ont été outillés sur leur rôle avant et pendant le scrutin du 8 janvier. La formation s'est déroulée en présence du président de la Cour constitutionnelle. C'était à la mairie de Cotonou. Voici le compte rendu. Les délégués sélectionnés pour être l'œil de la Cour constitutionnelle dans les bureaux de vote sont en formation.
Mais avant, il convient de bien situer leur rôle une fois sur le terrain. Mesdames et messieurs, vous avez été désignés en qualité de délégués de la Cour en vue d'observer pour le compte de la Cour les différentes étapes du processus électoral, notamment la campagne électorale, la veille du scrutin, le déroulement du scrutin, le dépouillement et la centralisation. Pour accomplir cette mission, les délégués de la Cour se doivent d'être exemplaires à tout point de vue. La mission commence aujourd'hui, même cet après-midi même, pour constater ce qui se passe durant la campagne, ce qui se passe le jour du scrutin, la veille du scrutin également, de mentionner tout ce que vous aurez remarqué, tout ce que vous aurez constaté, sans être obligé de discuter. Vous êtes des huissiers silencieux, chargés de constater seulement. Vous devez porter une tenue correcte et arborer les attributs distinctifs de la Cour. Vous devez avoir un comportement exemplaire, être courtois, sans arrogance et sans prétention. Vous devez décliner votre identité avec courtoisie aux membres des bureaux de vote. En plus d'être présents dans les bureaux de vote le jour du scrutin, les délégués sont également attendus sur le front de la campagne électorale. Il s'agira pour vous de suivre les meetings de la campagne électorale. Vous devez mentionner la date et le lieu de la réunion, l'heure de l'observation du début jusqu'à la fin, la qualité des organisateurs, le contenu des propos tenus au cours de ces campagnes. Vous devez observer s'il y a eu utilisation des attributs de l'État, des moyens, des biens de l'État. Les délégués ont reçu des kits pour exécuter à bien leur mission, des sacs, des t-shirts, des fiches de renseignement. Après cette formation qui s'est déroulée en présence du président de la Cour constitutionnelle, ils seront déployés aussitôt sur le terrain. Et sur le terrain, justement, la campagne électorale lancée le vendredi 23 décembre 2022 continue de battre à son plein. Dans la 13e circonscription électorale, les candidats en lice multiplient les stratégies sur le terrain pour convaincre les électeurs. Et justement, pour prendre le pouls de la campagne dans cette circonscription électorale, une équipe de Canal 3 Bénin a sillonné la ville de Djougou. Hormis les affiches constatées et les rencontres de proximité, pas de géant meeting. Reportage. Au 11e jour du lancement officiel de la campagne électorale, comptant pour les législatures du 8 janvier prochain, pas de grand meeting dans la 13e circonscription électorale, comme ce fut le cas par le passé. Les différents états-majors des partis politiques ont cette fois-ci préféré des rencontres de proximité et des porte-à-porte pour convaincre les électeurs. Chaque parti politique a adopté sa stratégie sur le terrain pour maximiser ses chances. Avant les derniers jours, nous avons eu à parcourir les 122 quartiers et villages où nous avons présenté aux électeurs notre projet de législature. Et maintenant, nous sommes dans la phase de proximité avec les électeurs. Nous rencontrons les petits groupes, les électeurs eux-mêmes directement pour les convaincre davantage pour qu'ils votent, qu'ils fassent leur choix, n'est-ce pas, le BR. La 13e circonscription électorale qui est la commune de Djougou est dans une bonne ambiance. Tous les partis sortent pour faire valoir leur projet de société à l'endroit des populations, pour faire partie de la 9e législature. Il peut le renouveau, comme vous le savez, est aujourd'hui un terrain conquis au niveau de la commune de Djougou. Nous sommes déjà effectivement en train de faire les tournées. Pratiquement la population adhère à tout ce que nous amenons comme projet de société, au projet d'abord de législature pour nos futurs députés.
au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau des différents carrefours stratégiques et certaines artères de la ville de Djougou, des affiches des candidats collées ça et là. Après quelques jours de campagne, chaque parti politique rencontré se dit confiant qu'au soir du 8 janvier, qu'il l'emportera. Le dimanche, nous sommes rassurés avec le travail qui a été fait depuis plusieurs mois que nous avons les 3 sièges. Nous allons enlever les 3 sièges dans la 13e circonscription. N'est jamais un élément que le BR prend en compte parce que nous anticipons toujours, nous avons travaillé à cela depuis plusieurs mois et nous sommes rassurés que nous prendrons les 3 sièges. Quand nous sommes venus avec le retard tel que vous le pensez, mais aujourd'hui, on est en avance sur des gens. Nous ne sommes pas là pour étaler tout ce que nous allons faire, mais nous savons que nous allons avoir la victoire au soir du 8 janvier 2023. C'est sur la base des projets de législature que les électeurs rencontrés au centre-ville ont choisi leur candidat. On est content et on prie Dieu que Gomna Malik n'est qu'à gagner. C'est ça que nous on prie tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Vraiment, l'ambiance, nous n'y croyons pas. Mais il semble que la bénédiction des membres de nos ancêtres nous ont suivis. Ils nous ont accueillis. Franchement, je ne sais pas comment m'exprimer, quoi. On fera le chaos. Inch'Allah, on fera le chaos. Ici à Djougou, ne vous inquiétez pas, c'est le BR. Le BR, pourquoi c'est le BR? Comme c'est Gomna Malik qui est en tête là, c'est pour cela que vraiment Djougou prend ampleur pour BR. Pourquoi? Vraiment, il a fait l'effort pour Djougou. Dans la foulée, nous avons surpris un cortège de l'Union progressiste Le Renouveau traversant la ville. Pendant ce temps, les Républicains, quant à eux, ont choisi d'animer la ville à travers cette campagne motorisée de jeunes filles. Les forces Kori pour un Bénin émergent ne sont pas du reste. À la tête de son équipe de campagne, Alassane Soumano Djimba en pleine opération de charme dans un quartier de la ville. Voilà qui s'anime bien sûr le terrain dans la première circonscription électorale après Malanville. Salifou Issa fait bouger les lignes à Karimama. 72 heures durant, il a fait le tour des différents hameaux de cette commune qui reçoit depuis un certain temps très peu de visiteurs. Le candidat de l'Union progressiste Le Renouveau est allé doper le moral des populations de cette partie du pays en les exhortant à sortir massivement le dimanche prochain pour voter pour le parti UPR. Reportage. Son amour pour la première circonscription électorale devient grandissant et sans limite. Pour Salifou Issa, aucune barrière ne l'empêche d'aller jusqu'au dernier village du Bénin pour s'adresser aux militants afin qu'il embarque le navire jaune. Le voilà ici, au milieu du désert de Karimama, avec sa délégation en direction de Pétinga et même dans les encablures de Monsé, l'une des zones les plus insécures de Karimama, redoutée pour cause de djihadistes. Et cette volonté du candidat Salifou Issa à aller dans les contrées les plus lointaines témoigne au vu et au su de tous, surtout du chef de l'État Patrice Talon, que la campagne électorale a couvert toute l'étendue du territoire national. Le candidat deuxième titulaire du parti UPR dans la première justifie son déplacement. C'est pour dire que nous ne voulons rester, rien laisser au hasard. Nous voulons passer de hameau à hameau. Et l'insécurité ici, à Karimama, ne nous effraie pas. Nous pensons qu'aujourd'hui, grâce à tous les efforts du gouvernement, que tout se passe bien. Et qu'on profite pour remercier le chef de l'État. Et lui, on veut lui prouver par là qu'on ne peut apprécier son travail que par notre présence ici. Voilà. Et qu'il n'y a que notre parti qui est capable de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est l'UPR seulement qui est présent partout à Karimama. Et pour nous, c'est très important. Aucun candidat n'est encore venu ici, dans le pays, alors que le Bénin est indivisible. Mais nous voulons prouver que
nous sommes le grand parti, le plus grand parti, en termes de nombre de députés, en termes de nombre de conseillers, en termes de nombre de ministres, en termes de nombre de directeurs. Et nous voulons prouver aussi qu'on n'a pas peur et qu'on doit passer partout, parce que l'objectif premier, c'est de rafler les 4 sièges. On doit sentir qu'il y a des femmes aussi dans le parti qui sont prêtes à aller partout où besoin sera. Une fois à destination, la joie des militants est débordante. Ils ont réservé un accueil à la hauteur du candidat qui a tenu à les visiter en dépit de l'inquiétude sécuritaire qui plane actuellement dans la région. Il n'y a que Salifou Issa, digne fils de Denis Ganda, pour le faire. Et pour cela, il compte lui retourner l'ascenseur à travers les urnes le dimanche prochain. Le geste utile reste alors le choix du géant Baobab. Voto abarame zabara tunu keso fatama sabai ko kaniyada kumi onga alla no gatton fugara non kan voto hana goddo non min e hore an wonno yaha hana goddo go mi do tefana min wonno tefana hore an donc gatta non kan jungo ba goddo wari no yenna on I o to mo gadane kan voto laamu dume non fu pamo ba de riwi on to mo kule minen be nino minen be wallata on ko ga lato don goddum. De Bini Lafia à Kompanti, en passant par Lumulumbu, Monsé, Pechinga jusqu'au point triple, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, les populations se sont mobilisées, sages, jeunes et femmes, pour chanter l'hymne de la victoire de l'Union progressiste Le Renouveau, le parti du Baobab, un arbre aux multiples vertus thérapeutiques. Le samedi soir, je veux qu'ils préparent la sauce de Baobab à tout le monde. Et le dimanche matin aussi. Dimanche, voilà le papier qu'on va leur donner. Et sur ce papier-là, il y a le Baobab. Celui qui a mangé la sauce du Baobab le samedi et le dimanche matin, il ne peut pas oublier le Baobab le dimanche au vote. Cette descente du candidat Salifou Issa a permis aux populations de ces différents villages frontaliers de se sentir concernés par les questions les plus importantes du pays et qu'ils ne sont pas oubliés par le chef de l'État, Patrice Talon. Restons avec les candidats de l'Union progressiste Le Renouveau en course pour les législatives de 2023 dans la 11e circonscription électorale. Ils peuvent désormais compter sur le soutien des populations de Diakotomé. Ces derniers ont exprimé ce soutien autour d'une caravane organisée le week-end écoulé dans cette commune département du Koufou. Retour ici sur les temps forts de cette caravane avec Narcisse Alossé. La commune de Diakotomé aux couleurs du parti Union progressiste Le Renouveau. L'instant d'une journée, celle du samedi 31 janvier 2022, ces hommes et femmes ont arpenté les principales artères de la localité, scandant des slogans à la gloire des responsables de cette formation politique. Tout ceci est rythmé par une fanfare qui les accompagne. À chaque étape de cette randonnée, les caravaniers ont expliqué aux indécis le choix utile à faire le 8 janvier prochain. J'invite toute la jeunesse béninoise à voter massivement le parti, l'Union progressiste Le Renouveau, le 8 janvier prochain. C'est à ce titre que nous pouvons espérer sortir de l'ornière, sortir du chômage pour la paix, pour notre pays. L'UPR, c'est le choix à faire pour mettre le Bénin sur l'autoroute du développement, ont-ils clamé devant passants et curieux. Après des kilomètres parcourus, la marée humaine échoue ici, au domicile du coordonnateur communal UPR de Diakotomé. Ce dernier a préféré s'exprimer en langue locale pour mieux faire passer son message. 8 janvier là, il y a quoi aso lagbalo aso tu non de wedomio wabanu mi akome galolo non talon golo équipe à l'économie. Mouvement JDEC accompagne toujours ce parti. On est encore derrière cet homme, M. Faïmbe Bruno,
pour soutenir l'UPR pour qu'au soir de 8 janvier, qu'on puisse sortir les 4 députés de la 11e circonscription électorale. L'ambition des jeunes ici est donc claire. Prendre les 4 sièges en jeu dans cette 11e circonscription électorale au lendemain du scrutin du 8 janvier prochain. Une circonscription électorale qui regroupe les communes de Djakotomé, Aplahoué et Koulekamé. Et toujours sur le terrain, la chasse au suffrage des électeurs suscite des allégations, mais aussi des démentis dans les différents camps en lice pour les législatives. Après les propos de Jacques Ayadi qui désavouait le député Gérard Benochi devant ses mandants dans le département du Koufo, ce dernier vient de réagir. Une réaction voulue par l'élu pour apporter les preuves de ce qu'il avait dit devant les populations, mais traité de contre-vérité par le directeur général des infrastructures. Et c'est chez lui, à Koulekamé, autour de ces militants, que Gérard Benochi a fait l'exercice, un exercice que nous résume ici Narcisse Alossé. C'est un bain de foule qui a valeur de réplique à ce qu'il qualifie de discrédit jeté sur sa personne en cette période électorale. Il y a de cela quelques jours, Gérard Benochi, député élu Union progressiste de la 11e circonscription électorale, disait à ses mandants avoir œuvré pour la correction du péage et pour ce qui aurait permis au département du Koufo d'être pris en compte dans la réalisation des infrastructures. Jacques Ayadi est venu dire ici qu'il n'en est rien. Alors que celui-là est collaborateur du ministre des Infrastructures et des Transports, et ce que j'ai dit figure dans un document du gouvernement. Vous allez lire ici, présentation du projet de budget 2023, présenté par le ministre Hervé Herkobé, ministre des Infrastructures et des Transports, à toute la représentation nationale, à tous les députés, à l'Assemblée nationale, lors de l'étude du budget 2023. Et c'est à l'intérieur de ce document qu'il y a toutes les routes que j'ai citées, parce que le gouvernement est venu les citer à l'Assemblée nationale. Et devant cette foule de personnes qui s'étend à perte de vue, l'élu du peuple a fait lire le contenu du document qu'il brandit à la face du monde. Station des routes à Plahoué, à Zové, à Bomé, 47 km. Et Dogbo, à Zové, 19 km. Aménagement de la route Koulekamé, à Gmanizou, à Bomé, 27,3 km, y compris la construction d'un pont à Hogbea. Aménagement de la route à Plahoué, à Tomé, à Gondogui, Dacha, Koutagba, à Gouna, 70 km. Des infrastructures qui, selon lui, ont été obtenues suite à un plaidoyer fait ensemble avec d'autres élus du Koufo. Et pour la réplique à celui qu'il dit vouloir le discréditer, le principal orateur du jour n'y est pas allé de main morte. Il est venu dire que j'ai menti. Ce n'est pas moi qui dit que j'ai menti. Il est en train de dire que son ministre a menti. Soit il est de mauvaise foi, soit au niveau de ce ministère, il ne joue plus grand rôle et tout lui est caché, il ne comprend plus rien. Quand on n'a pas fait l'enquête, on n'a pas droit à la parole. Il ne faut pas parler ouïa comme ça. Derrière, l'homme a profité pour dire aux populations de faire le 8 janvier prochain le choix de l'UPR, le renouveau. Président de la commission des finances lors de la législature finissante, Gérard Benochi bénéficie de la confiance de ses mandants depuis la 7e législature. Une confiance qui visiblement n'a encore connu aucune ride. Loin des élections législatives, nous allons à présent parler des garages automobiles qui poussent aujourd'hui au Bénin comme des champions dans presque tous les coins de rue. Seulement, leur prestation n'est pas toujours de bonne facture. Certaines réparations mal faites suscitent des grincements de dents dans le rang des utilisateurs de véhicules. À la suite d'une panne mal réglée, ces derniers affirment que les mécaniciens ou garagistes ne sont pas dignes de confiance. Du coup, un climat de méfiance s'installe entre les deux parties. C'est un reportage signé par Narcisse Alossé. Au Bénin, le parc automobile s'élargit, tout comme le cercle des garages. À Cotonou et environ, les lieux de réparation de véhicules à 4 roues sont visibles dans toutes les rues ou presque. Seulement, les utilisateurs de véhicules sont encore loin d'être satisfaits de la prestation de ces garages. Je ne suis jamais satisfait des mécaniciens. Ils bricolent, la majorité des mécaniciens bricolent.
Ça fait que vous avez une panne, vous allez chez eux, ils vous diagnostiquent une autre panne, vous faites des dépenses et vous n'êtes jamais satisfait. Il y en a par exemple qui émettent le diagnostic à distance. À distance et vous dépensez, c'est quand ils finissent la réparation qu'on voit qu'on n'a pas le résultat escompté. Du coup, pas de satisfaction. Et ces sentiments sont partagés par nombre d'utilisateurs de véhicules pour qui les mécaniciens ne sont pas crédibles. Ils ne pensent plus à leurs intérêts qu'au bien-être du client. On voit le client plutôt en je dois le bouffer, quoi. Ils vont te dire la pièce là c'est original et c'est à 10 000, semi 8 000, 3 000 et tu vas leur dire bon, ok, il faut m'acheter la pièce qui est à 10 000 et ils vont t'acheter la pièce qui est à 3 000. 3 jours, 4 jours après, tu recommences les mêmes problèmes. Ces plaintes, l'Union des garagistes professionnels du Bénin en reçoit tous les jours. Et même si les responsables reconnaissent qu'il y a des brebis galeuses dans leur rang, ils trouvent que la clientèle aussi en est pour quelque chose. Tu as amené ton véhicule et le mécanicien qui a fait le diagnostic, il t'a fait un devis de 350 000. Tu sais que tu as un problème de 350 000 sur ton véhicule. Tu enlèves ta voiture, tu vas chez l'autre. L'autre te fait un devis de 280 000. Tu enlèves ça et tu vas à un troisième qui te fait un devis de 150 000. Tu préfères que c'est le 150 000 là qui est bon. Et tu dis d'accord, je fais le travail. Et après avoir fait le travail, tu as remarqué que le mécanicien n'a pas tout changé, n'a pas tout fait. Ça là maintenant, qui est fautif? Chacun tire le drap de son côté. Mais toutes les récriminations partent des pièces de rechange. Autour de leur achat, tout un mystère. Quand vous suivez l'achat de la pièce avec le technicien, le travail qu'il fait est bâclé. Je ne prends pas l'argent avant de travailler. C'est tout fourni, je fais. Si tu es satisfait, je prends mon argent. C'est ce que je dis que je fais. C'est ce que je dis c'est ce que je fais que je prends, quoi. C'est pas que je vais exagérer pour dire non, que donne-moi ci d'abord avant qu'on ne travaille. Non. Je finis ton travail, si tu es content, je te fais ma facture, je prends mon argent, c'est fini. Moi, je suis quelqu'un, quand on me demande la main d'œuvre, je ne touche pas. Je dis, je veux la satisfaction, mais malheureusement, ça n'a été jamais le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et à la recherche désespérée de la satisfaction, certains clients préfèrent voir clair dans l'achat des pièces de rechange. J'ai commencé à demander autour de moi, à des IBO, à des vendeurs de pièces, à des amis, à combien coûte cette pièce. Et puis maintenant, après, si la marge du mécanicien n'est pas trop, je lui laisse acheter. Mais si c'est trop, vous laissez? Si c'est trop, je laisse et moi j'achète mes pièces. Moi, quand tu amènes la voiture chez moi, au garage, je te fais un pro forma. Si tu amènes à un autre endroit et qu'il te fait le moins, fais-la, mais tu auras les conséquences. Les pièces ne sont pas les mêmes. Une pièce a plus de 4 à 5 exemplaires, même pièce. Un filtre à simple. Il y a plus de 5 motifs de même filtre. Et quand on fait un devis, ou bien le mécanicien te dit une pièce à 10 000 par exemple, peut-être tu appelles un ami, est-ce que tu as changé cette pièce-là une fois, combien tu l'as fait? De bouche à oreille, l'information passe et le poteau rose est découvert avec des anecdotes. Et ça a commencé par fumer et j'ai demandé qu'on change le moteur. Mais j'ai changé le moteur, je ne sais pas s'il a changé le moteur ou pas. Mais deux mois, je ne l'ai pas assisté. 2 mois, il m'a pris de l'argent, il a dit tout est bon. Donc 2 mois, 3 mois après, la même chose recommence et j'ai dit c'est pas la peine. J'ai laissé le véhicule au garage. J'ai vendu le véhicule là même à 0 francs. D'habitude, je lui donne l'argent pour acheter lui la moteur et pour faire, j'exige qu'il me mette le bidon dans la voiture. Parce que souvent, on n'a pas le temps d'aller attendre au garage pour faire la vidange et de corriger la fiche. De vidange là, évidemment. Donc, il se fait qu'il a pris l'argent et il va chercher, il n'a pas fait la vidange, il va chercher un bidon qu'il a pris le soin de bien laver et il me met le bidon dans la voiture. Il est venu, moi j'ai constaté que le ronflement de la voiture n'a pas changé. Après enquête, la vidange n'a pas été faite, ce qui conforte cet utilisateur de véhicule dans sa position. Et pour la bonne santé de leurs engins, chacun choisit sa solution. Quand je vais au garage et que je ne trouve pas satisfaction, en même temps, je demande à un ami de me trouver un autre mécanicien. Et ça se répète au jour le jour. Donc quand tu changes une pièce, 2-3 semaines après, c'est la même chose qui répète. Et puis bon, on est comme ça, on est obligé de faire comme ça. Du coup, un seul utilisateur de véhicule sollicite aujourd'hui plusieurs garages, ce qui pose un problème d'efficacité dans la prestation.
Pour le moment, les relations entre les deux parties sont caractérisées par un climat de méfiance et la fêtière des garagistes dit s'employer pour assainir son environnement. Voilà, nous allons à présent parler des conducteurs de taxi-moto, un métier que beaucoup de jeunes embrassent aujourd'hui pour subvenir à leurs charges et à leurs besoins. Mais c'est un moyen de déplacement très utile pour la population, mais très difficile à pratiquer à cause des conditions précaires de travail. Pour y faire face, beaucoup de conducteurs de taxi-moto s'adonnent à la consommation des produits psychotropes. Mais la consommation de ces stupéfiants est gravement dommageable pour leur santé. Nous allons faire une incursion dans l'univers des émigrants à Porto Novo. Dans la ville de Porto Novo, ils sont identifiables à leur uniforme de couleur bleue. Eux, ce sont les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, qui prennent une part importante dans le transport urbain. Un métier que beaucoup de jeunes de Porto Novo et des périphéries ont embrassé, faute du mieux. Celui qui vient dans Émigrants, ce n'est pas par plaisir. C'est quelque chose qui a laissé les rentrer dedans. J'ai étudié un peu. Comme on le dit, c'est le temps où le recrutement s'est arrêté. C'est là où nous on est arrivé, on a laissé. Un chauffeur, c'est lui qui a mené à son chi. L'homme a tout, il a son bord. Nous d'alors, quelqu'un. Quoi faire? Vous voulez nous prendre les mados, mes machines romo. Bon, moi, donc, et moi, on a tenté. C'est mis en compte, par contre, et on a marché. Faute du mieux donc, ils sont devenus des émigrants. Mais le métier est bien difficile. Conduit à longueur de journée, sous le soleil, le vent, la pluie, dans les trous, finit par déteindre dangereusement sur la santé, ont-ils confié. Zemidian, il m'a bien na, il nous connaît vie. Puisque Edouard Bob dit, Zemidian, il me bon domaine, il me bon domaine, il me bon poussière, il me bon azizon, j'ai qu'on dia, il demain, m'a de choix. Zemidian Edouard ouvert, et maintenant nous, béton qui vient tomber demain. Donc nous disons quoi? Parce que Agbasa vivait Zemidian de commune, Agbasa 6 ans ouais. Alors Zemidian ouvert, Alumayo midi, Agoma, Agbondomé, j'ai qu'on dia, ando changement, andi dernier pour Agba il faut brûler, il fatigué puis complet. Asimeto les à Dana mais les autres, il faut. Donc, bien qu'à débrouiller, à son démarrage pour toi maintenant. Face à la pénibilité du métier, les conducteurs de taxi-moto ont bien des secrets pour tenir le coup et se sentir d'aplomb même après de longues heures de conduite. Pour beaucoup, les produits psychotropes, tramol, tramadol, mélangés à d'autres décoctions, deviennent une solution. Bon, si bien que ni à tout nous ama ato il est beau tout me bonner ama senti ni pepe azianto que un kaka sana kwa ina ho il était emoto na me amuno ama damno bon il était hagbere était bon ni nu kaka are ni wa hwegbere yi so be asieto de nyafo bon so to yin ni wo me hu mi nanu e na mi ero o so non ni eton e non de douleur ni a de jedome ama mo a ouvert wa nkale do kwebula i pharmacie bona si kwati ken a. Donc on est obligé, même à taille, mais non nous. La majorité qui est à taille, café, nous. Si le conducteur de taxi-moto trouve en ces produits psychotropes des effets bénéfiques, le spécialiste de la santé, par contre, les déconseille vivement. Ce sont des médicaments traditionnels, ce sont des médicaments importés de la sous-région, surtout le tramadol. Ils les consomment pour travailler de façon démesurée, pour travailler pendant longtemps et ne pas sentir la fatigue. Mais je leur dis clairement que vous êtes en danger. Vous mettez votre cerveau en danger. Vous mettez les deux reins qui filtrent les urines en danger. Vous mettez votre cœur en danger. Vous mettez le foie et le pancréas en danger. Et vous mettez votre vie en danger globalement. Et vous allez souvent faire des accidents. Parce que surexcité comme vous êtes, ou infatigable comme vous êtes, vous allez vous retrouver dans une hyperagitation, sans contrôle, à prendre trop de risques et à causer beaucoup d'accidents de voie publique. Quand vous travaillez et que vous sentez que votre organisme
c'est épuisé et que vous êtes fatigué, le seul médicament contre la fatigue, c'est le repos. Deuxième chose, vous passez beaucoup de temps sur la voie publique, sous le soleil. Vous devez boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, il faut au minimum 2 litres au moins par jour parce que vous êtes sous le soleil, vous transpirez beaucoup, vous perdez beaucoup d'eau et beaucoup de sel, les sels minéraux. La sentence du spécialiste de la santé est sans appel. Les produits psychotropes mélangés aux décoctions qui sont vendus au coin des rues pour soi-disant lutter contre la fatigue sont dangereux pour la santé et les étudiants sont invités à en tenir compte. La révolution numérique a ouvert ses portes, la porte à plusieurs opportunités d'affaires au nombre desquelles on peut aujourd'hui citer la tontine en ligne. C'est une sorte de collecte de fonds, mais ici via les réseaux mobiles de transfert d'argent. Et cela se passe dans la plupart des cas entre des personnes qui ne se connaissent même pas, mais qui s'accordent le crédit de la confiance. Malheureusement, comme on peut s'y attendre, il arrive bien souvent que certains décident délibérément de violer cet accord de principe, ce qui occasionne de véritables désagréments. Voici un reportage qui illustre à mes égards les enjeux de la tontine en ligne. La tontine en ligne, une activité en vogue aujourd'hui au Bénin. C'est l'une des conséquences de l'évolution numérique. Elle se fait avec la messagerie instantanée WhatsApp par téléphone. Ainsi, on voit de plus en plus des hommes et femmes exercer cette activité en tant que collecteurs d'épargne. Donc l'administrateur crée le groupe, c'est-à-dire celui qui organise la tontine, crée le groupe, définit le montant, la fréquence de paiement et tout. Il publie le lien. Maintenant, ceux qui sont intéressés intègrent le groupe. L'administrateur, pour mesure de prudence, va dans l'inbox des gens qu'il ne connaît pas encore. Il demande des photos, leur lieu de résidence, pour mettre un profil sur leur nom, quoi. C'est depuis 6 ans que j'ai commencé la tontine en ligne. Lorsque je n'avais pas du travail, je faisais des tontines. Ça m'aidait. Pour ramasser aussi, ça dépend aussi de l'heure. Parce que moi-même, je me fixe d'heure. À 7 heures, tu auras ton argent et tu n'as pas, tu me fais signe. S'il y a quelques soucis, je te dis ou bien le lendemain, je t'envoie. C'est comme ça. Je ne mets pas n'importe qui dans le groupe parce que c'est un peu risqué aussi, quoi. Tout se fait ici de manière virtuelle. Les adhérents à la tontine reçoivent leur part selon la place connue à l'avance et les transactions se font par mobile banking. Parfois, des problèmes surviennent, suscitent des mésententes et mécontentements et créent même des manques à gagner pour les responsables des tontines. Certains parmi les membres du groupe sont portés disparus après avoir reçu leurs sous. Et face à ce genre de situation, les responsables finissent par exposer leurs photos sur les réseaux sociaux et ils en deviennent la risée. Mais dans d'autres cas, ce sont les responsables de tontine qui ne réagissent pas aux appels du membre lorsque c'est le tour de ce dernier de percevoir son argent. Ceci crée une confusion totale. Mon avis par rapport aux tontines en ligne reste mitigé. J'ai eu une mauvaise expérience. Je ne dirais pas aujourd'hui à quelqu'un de se mettre dans cette aventure-là. Je suis un client de la tontine en ligne depuis 2 ans. C'est quelque chose qui est tout bon pour la société. Mais si vous n'avez pas de compréhension entre vous, vous pouvez toutefois commettre, c'est-à-dire un décret soit une faillite. Tontine en ligne, c'est la volonté. Il faut que la confiance y ait. La tontine en ligne est un moyen d'épanouissement pour beaucoup d'utilisateurs de ce genre d'épargne. Malgré les injures dont ils sont parfois victimes, ces derniers ne baissent pas les bras et l'activité se poursuit tant bien que mal. J'ai annoncé en début d'édition, les fêtes de fin d'année sont terminées. Ce fut une période chaude marquée par d'intenses activités chez les professionnels de la coiffure. La clientèle était à son comble, mais il y a une question qui semble passer sous silence. Ces outils de travail de masse sont-ils réellement bien entretenus pour garantir la sécurité sanitaire des clients? Une courte immersion dans les ateliers et on constate que la désinfection régulière et efficace du matériel des coiffeurs et coiffeuses est toujours archaïque. Nous allons suivre. Au salon de coiffure, on trouve une variété d'instruments de travail. La tondeuse, le rasoir, le peigne, le ciseau, l'aiguille, le séchoir et la liste est exhaustive.
Leur entretien paraît indispensable pour la santé des clients. La plupart des artisans rencontrés disposent d'une technique particulière pour maintenir l'hygiène autour de ces outils. Moi, j'ai opté à ceci. La démonstration, vous allumez comme ça et lorsque vous passez ça sous les dents, tout ce qui a comme microbe là est brûlé. Vous faites ça pendant 1 minute ou plus, c'est fini. Quand vous finissez avec un client, jetez la lame utilisée. Si le client choisit l'alcool, vous nettoyez ça avec la plante. S'il est d'accord avec la brûlure, vous brûlez d'abord devant lui avant de commencer par le servir. Bon, moi, souvent, je lave ça. Les peignes, aiguilles là, on prend alcool avec coton, on essuie ça. Parfois, on vend ça 100 francs, on travaille et les clients emportent ça à la maison. On arrange de telle manière que ça ne pique pas les clients. Bon, les séchoirs, il les fait là. Nous aussi, on ne fait pas ça là. On a les techniciens qui viennent pour entretenir ça là. Selon ces professionnels de la coiffure, le manque d'entretien des matériels de travail entraîne la présence des microbes, non seulement sur les matériels, mais aussi dans leurs ongles. Le manque d'hygiène serait également la source des acnés qui se présentent souvent au menton et au bas de la nuque. Certaines tresseuses sans n'entretient pas leur matériel de tresse. Se réveillent chaque matin, mettre les peignes, les accessoires dans l'eau chaude, nettoyer là, c'est du travail. Moi, je ne garde rien, à part les mèches. Moi, je fréquente le coiffeur de mon quartier. Il fait l'entretien avec de l'alcool. La télé même, c'est aussi propre. Et les fauteuils sur lesquels on s'assoit, il nettoie ça proprement un peu avec de l'eau de Javel. Chaque fois que je viens me coiffer, je vois toujours ces apprentis qui sont à pied d'œuvre. Celle que j'ai l'habitude de fréquenter, elle en a beaucoup d'apprentis dont elle prend plus soin. La plupart du temps, moi, je lave ma tête à la maison. Parce qu'elles font aussi économie des shampoings ou autres. Il y en a qui utilisent même les savons homo que nous utilisons. Elles vous utilisent ça juste pour pouvoir réduire le coût à leur niveau. Elles enlèvent le peigne, elles vous foutent ça dans les cheveux, c'est tout. C'est pour qu'elle a lavé sa cheveux avant de venir. Vous connaissez votre hygiène de vie, vous connaissez l'entretien que vous faites à vos cheveux. Moi, souvent les aiguilles, je les apporte moi-même. Je préfère mettre les perruques. Le mieux chez les coiffeuses, c'est d'entretenir le matériel pour éviter les maladies. Pour les clients, il s'agit donc d'une question de santé publique et les acteurs de ce métier ont l'impérieux devoir de prendre soin de leur matériel au jour le jour. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.